cette table ronde avec Jean-Philippe Deloison d'Ariel Espace pour essayer de planter un peu le décor de la matinée. Effectivement, le décor a été déjà bien planté par Aurélie. Donc je dirais que on a voulu s'attacher à commencer par des témoignages de comment ça se déroule, la gestion de l'information, la circulation de l'information, le partage de l'information dans les différentes organisations. Et donc on a pris deux types d'organisations un petit peu différentes. L'entreprise privée, donc SPI Batignolles, avec Valérie Bouveron, qui a plus des problématiques de compétitivité et donc comment on gère l'information dans cette optique-là. Et la DGA, donc Geoffroy Grelot est à la DGA comme moi, et donc on travaille ensemble sur des problématiques de gestion de connaissances et puis de digital workplace. Et donc là, c'est plus des organisations qui sont basées sur la maîtrise du risque, généralement, et qui dit maîtrise du risque dit un peu principe de précaution, et où on voit souvent le partage de l'information comme un risque supplémentaire, parce que peut-être d'ailleurs que c'est un mal un peu français, lorsqu'on fait du principe de précaution, on pense à tout ce qui peut arriver si on agit, et on trouve toujours de bonnes raisons de ne rien faire quand on fait ça, mais on ne pense jamais à tout ce qui peut arriver si on n'agit pas. Et donc l'idée ici, c'est de dire finalement, partager c'est peut-être dangereux, mais ne pas partager c'est peut-être encore plus dangereux. Et donc pour finir la table ronde, le professeur Chanlat de l'Université Paris-Dauphine, qui est anthropologue, sociologue, va pouvoir prendre un petit peu de recul sur tout ça et nous expliquer qu'effectivement tout ça c'est bien humain. Et donc pour reprendre un peu ce que disait Aurélie, finalement on a une présentation plutôt homo economicus, une présentation plutôt homo faber, et on finira par le mot sociologicus. Voilà. Ou anthropologicus. Ou anthropologicus. Voilà. Valérie, c'est... Merci beaucoup. Donc Valérie Bouveron, donc je suis directrice présence de SPI Batignolles Sud-Est, et je vais essayer bien modestement par rapport à tous ces propos de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans notre groupe. Donc SPI Batignolles est une entreprise, ou était, devrais-je peut-être dire, une entreprise générale de bâtiments et de travaux publics, fondée il y a plus de 170 ans. Elle a connu donc au cours de sa période, comme beaucoup de groupes, différents actionnaires, différents périmètres. Et depuis 2003, le groupe est aux mains de ses managers actionnaires. Donc associés bien évidemment à des partenaires financiers, mais également aux collaborateurs salariés de l'entreprise par le biais d'un plan d'épargne groupe. Ce qui fait que le groupe donc, est indépendant et n'est pas coté en bourse. En 2017, ce groupe a décidé donc d'accélérer sa transformation pour devenir donc une société vraiment innovante, vouée donc à l'aménagement du territoire et à l'amélioration du cadre de vie pour répondre davantage donc aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux. Donc c'est hop, il n'y a pas le support. Qui est-ce qui est en charge de faire passer les diapos ? Les diapos. J'avais pas fait attention, effectivement. Voilà. Impec. Donc on peut passer à la suivante. Voilà. Donc historiquement, notre groupe était organisé donc en silos, en 5 métiers historiques. Donc comme vous pouvez voir effectivement sur le graphe, donc le génie civil, les fondations, l'immobilier, les concessions, l'énergie, le bâtiment, et puis tous les travaux publics. Donc ces métiers fonctionnaient chacun avec des spécificités, une organisation hiérarchique propre. Tout cela était chapeauté bien évidemment par le groupe, mais chaque métier avait sa propre organisation. Donc aussi bien en termes donc, de ressources humaines, d'achat, bref, tous les supports. Et chaque réseau commercial également avait ses propres clients, son propre réseau, et n'avait pas trop envie de partager ces informations avec les autres métiers. Tout cela, bien évidemment, parce qu'il y avait une forte compétence métier. Quand vous êtes électricien et que vous creusez un tunnel, vous n'avez pas le même métier. Donc, on était derrière ces spécificités. Et donc, par contre, l'inconvénient, c'est que
Ces supports, qui n'étaient pas uniformisés, faisaient que quand un inventait un process ou mettait en place une démarche dans un métier, celui du métier d'à côté pouvait avoir à faire exactement la même démarche et ne pas profiter de ce que l'autre avait déjà fait. Donc on avait vraiment cette organisation très scindée. Donc en 2017, quand le groupe a vraiment décidé donc d'accélérer dans sa croissance et donc de travailler sur un business plan donc à horizon 2022, on a affiché effectivement des ambitions de croissance de chiffre d'affaires, puisqu'on était à peu près à 2 milliards d'euros et on a affiché la volonté d'arriver à 3, donc ce qui fait quand même une croissance de 50%. Donc on s'est dit, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, il faut vraiment que l'on mette davantage en commun des pratiques, et donc il fallait casser ces silos métiers. Donc la première démarche, ça a été d'aborder en fait notre plan stratégique autour d'axes stratégiques, non plus avec une vision métier, mais avec une vision proximité, projet et grand projet. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous très rapidement ? Quand on parle par exemple de proximité, ce sont les métiers où on est sur de l'entretien, sur une relation récurrente avec nos clients, donc de l'entretien des bâtiments par exemple. Vous avez besoin de faire un agrandissement, de changer l'organisation de votre salle, eh bien on a des activités au sein de la construction qui sont spécialisées là-dedans. Mais vous avez également ce même type d'activité donc au sein de l'énergie, puisque vous avez de la maintenance multitechnique. Et la même chose pour l'entretien des routes, puisque vous avez des petits travaux. Et donc en fait les métiers se sont regroupés par axe stratégique. Et le fait d'avoir cette vision-là déjà nous a permis d'aborder les choses vraiment différemment, par un autre prisme, de voir directement quelles pouvaient être les connexions entre nos différents métiers, et puis de faire émerger aussi donc, de nouvelles possibilités de croissance dans de nouveaux métiers, beaucoup plus tournés autour du service, et donc pour répondre à nos clients différemment. Donc, si on passe au slide suivant, merci beaucoup. Donc cette stratégie a fait également, a nécessité la mise en place et la mise en valeur surtout de l'innovation. Précédemment, donc, en affichant cette croissance, nous avons entreaperçu la possibilité d'aller vers des nouveaux métiers. Des métiers, par exemple, qui tournent autour de l'aménagement du territoire, le paysager, ou autour de nouvelles techniques et, par exemple, toutes les techniques de protection des bâtiments. Donc, pour aller vers ces nouveaux métiers, nous avons mis en place donc, une stratégie d'innovation très forte. Et donc, cette innovation chez SPI Batignolles, voilà un petit peu comment elle a débuté. Donc, on est vraiment, je dirais, tout nouveau dans ces expérimentations qui sont nées il y a 2 ans. Donc on est au tout début et ça a été relativement spontané. Donc cette stratégie fait la part belle à l'innovation ouverte, à l'innovation managériale, avec la mise en place donc, de nouvelles pratiques fondées sur beaucoup plus de transversalité entre les différents métiers et l'accompagnement des collaborateurs dans leur développement et dans le développement donc, des équipes. Donc l'innovation managériale a commencé en fait chez SPI Batignolles. Nous avons un ADN très fort depuis très longtemps, pour le coup, lié à notre histoire d'autonomie des collaborateurs. Ça a toujours été cultivé. La notion vraiment d'intrapreneuriat chez SPI Batignolles a toujours été très présente. Donc quand on a dit, on va mettre les gens ensemble pour faire en sorte qu'ils réfléchissent à demain, comment mieux travailler et vers quoi on peut déboucher, eh bien, il y a des communautés qui sont apparues de façon très spontanée. La première a été la communauté de pratique des directeurs techniques, qui a commencé à travailler justement autour des nouveaux outils informatiques, l'utilisation de ces outils dans nos métiers, notamment tout ce qui tourne autour du BIM, donc la carte d'identité des bâtiments et puis la maquette 3D. Et donc, cette communauté qui a émergé, a fait elle-même, a commencé à produire des réflexions et a fait émerger d'autres communautés, avec donc une communauté des BIM managers. Et puis, cette communauté des BIM managers s'est dit, il faut vraiment qu'on mette nos expertises, là pour le coup, en commun. Et donc, on a créé un pôle d'expertise BIM. Et vraiment, cette approche-là a permis déjà, dans un premier temps,
de redynamiser toutes ces actions, de faire en sorte que les gens ont travaillé beaucoup plus ensemble en transversalité. Et ce qui les animait avant tout, puisqu'ils venaient d'horizons très divers, ce qui les animait, c'était vraiment cette volonté de partage, de bonnes pratiques, et ils étaient vraiment mus par cette volonté donc, de faire progresser le groupe. Donc ces communautés, bon voilà, vous les voyez sous la partie 1, donc aujourd'hui on en a un petit peu plus de 10, qui sont donc soit dans des domaines techniques, mais également donc dans des domaines RH, ressources humaines, puisque on a également favorisé, bien évidemment, quand on a vu la créativité et l'innovation qui étaient générées par ces groupes-là, donc de par l'organisation, on a vraiment favorisé, puisque les gens, quand ils travaillent en communauté, il faut que leur manager accepte qu'une partie de leur temps soit consacrée à la communauté et à l'apport pour l'entreprise. Donc bien évidemment, ça a des impacts sur le management et sur la gestion donc, des ressources humaines. Et donc, au niveau donc, des ressources humaines, c'est ce qu'on met également dans l'innovation ouverte, puisque nous avons voulu intégrer des idées nouvelles en interne comme en externe, et donc nous nous sommes appuyés sur des startups, sur des partenariats avec des écoles, des universités, avec également des laboratoires de recherche, et vous voyez par exemple le Lab RH, puisque donc ces partenariats nous ont permis de réfléchir et d'aborder également différemment donc les innovations aussi bien technologiques que les innovations managériales. Et puis bien évidemment, nous avons également une innovation donc, sociétale, mais qui est incarnée depuis plus longtemps par la démarche donc, du groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale, l'anticipation des nouveaux usages, la performance énergétique, etc. Ce n'est pas tout à fait le propos aujourd'hui, donc je passerai assez vite. Donc, quand tout ça s'est mis en place, merci, quand tout ça s'est mis en place, toutes ces initiatives, bon c'est encore assez frais chez nous, vous l'avez compris, on a tout de suite vu les effets positifs. Les effets positifs, c'est en tout premier un accroissement des synergies entre les métiers. On a évité de réinventer l'eau chaude à gauche et à droite, et tout le monde s'est mis à beaucoup plus travailler ensemble sur les mêmes sujets. Ça a donné beaucoup plus donc, de dynamisme, de créativité, d'innovation, je l'ai déjà dit, mais également cela a eu un impact important sur la motivation des collaborateurs qui étaient intégrés dans toutes ces réflexions, puisqu'ils y trouvaient de la reconnaissance et beaucoup de, je dirais, beaucoup de plaisir à partager aussi ces expertises. Et puis également, nous étions dans une grande phase de recrutement, puisque nous avons besoin dans le bâtiment de beaucoup recruter en ce moment. Et donc, l'entreprise est devenue beaucoup plus attractive. Nous avons vraiment mis en place aussi toute une démarche de communication vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis donc, de tous ces besoins en recrutement, avec un gros travail fait par nos ressources humaines autour de la marque employeur. Et cet impact a été donc très positif, puisque on a vraiment construit un projet attractif, bien évidemment pour les salariés, mais également pour toutes les personnes que nous souhaitions recruter. Par contre, cette accélération, bien évidemment, elle peut être aussi inconfortable. Elle peut être inconfortable pour certains collaborateurs qui ne sont pas embarqués dans toutes ces réflexions, dans toutes ces communautés, etc. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent, on voit, on en entend parler, mais on n'est pas dedans. Donc, c'est un petit peu, parfois, difficile. Il y a également une information qui est faite, mais entre le fait d'avoir une information et puis le fait de vraiment se l'approprier, on s'aperçoit aussi qu'il y a des difficultés. Et dernier point, cette accélération, elle peut aussi faire peur, puisqu'on est dans la conduite du changement. Et c'est vrai que quand on dit on va rassembler, optimiser nos façons de fonctionner, automatiquement, ça fait écho à optimisation, donc on va supprimer des postes, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vrai que ça peut être aussi le réflexe. Donc là, je pense que ça va faire l'objet effectivement de nos échanges plus tard. Merci Valérie. J'ai compris qu'il n'y avait pas de questions entre les présentations, elles étaient réservées à la fin de la table ronde, c'est ça ? Exact. Donc on va passer la parole à Geoffroy. Je vais faire.
Alors, avant de vous expliquer ce qu'on fait et puis ensuite ce qu'on est, c'est une petite illustration, je pense, qui est assez alignée avec ce que disait Aurélien. C'est-à-dire, on voit des couches quand on essaie de projeter finalement aujourd'hui les applications de collaboration qu'on a chez nous sur à peu près une matrice qui représente la durée de vie de l'information utile et puis l'audience à qui elle s'adresse. On voit comme ça un empilement de plein de choses avec plein de recouvrements de données et de fonctions. Donc, expliquer un peu ce qui fait qu'on en est là. Ce qu'on fait d'abord, alors c'est le plus évident, pourquoi est-ce qu'on a un cloisonnement, une dispersion? Alors il y a le plus évident, c'est évidemment on s'occupe donc d'armement, donc d'enjeux directs de souveraineté, avec finalement deux aspects qui poussent à la aux enjeux de confidentialité. C'est évidemment le côté militaire, secret militaire, donc de l'emploi des systèmes. Et le deuxième qui lui est lié, c'est la souveraineté industrielle et protection du patrimoine scientifique, technologique, de la propriété intellectuelle de nos fournisseurs français et européens. Par ailleurs, il faut voir aussi qu'en dehors du côté militaire et propriété industrielle, on est, et alors ça c'est sans doute un peu plus communément partagé, des activités très, très régulées. Donc, parce que d'une part, les activités que nous menons, les produits que nous livrons, les moyens que nous utilisons présentent des risques physiques, ondes radio, pyrotechnique, sécurité aérienne, aéronautique, nucléaire, bactériologique, chimique, tout ça. Donc des vrais risques physiques. Ensuite, évidemment, il y a des enjeux financiers considérables d'utilisation du budget de l'État et puis du droit des marchés publics. Donc là aussi, il y a des risques d'une autre nature, puisque c'est plutôt des risques juridiques, et donc qui poussent là aussi finalement à avoir une approche naturellement cloisonnée de l'information. Voilà. Pour autant, le partage de l'information est quand même un enjeu stratégique, puisqu'on s'occupe de systèmes qui sont très complexes, comme un sous-marin, un nucléaire, un lanceur d'engins, c'est très compliqué. Quand on veut une capacité militaire un peu poussée, là on doit mettre en jeu plein de systèmes différents qui vivent dans des milieux différents. C'est compliqué. Le numérique, évidemment, interconnecte tout, donc on voit bien que l'information doit quand même circuler. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est le plus évident, c'est ce qu'on fait. Par ailleurs, finalement, la situation résulte aussi un peu de ce qu'on est et d'où on vient. Alors, certes, on a à la DGA et dans le milieu de l'armement, depuis assez longtemps, adopté les fonctionnements en équipe intégrée, c'est-à-dire une équipe qui mélange l'ensemble des spécialités pour mener un projet commun. Malgré tout, on hérite aussi d'une culture ingénieure très marquée, que je caricature des fois en disant à un problème, il y a forcément une solution technologique. Donc évidemment cette culture ingénieure qui vise et c'est bien l'excellence technique et l'excellence projet a aussi les défauts de ses qualités. Donc par une sorte de monoculture planificatrice et normalisatrice, quoi, assez poussée. Ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'on hérite aussi de l'époque où il y avait encore de la fabrication étatique. On hérite donc de centres de spécialités et de domaines d'activité qui donc étaient des baronnies dans l'organisation à l'époque où c'était des personnes nombreuses qui faisaient effectivement une forte notion d'appartenance au corps de métier. Alors depuis, on s'est réduit à de la maîtrise d'ouvrage, on a sensiblement décru les effectifs, on est passé à des organisations matricielles. Ces organisations sont quand même un peu compliquées et je pense n'ont pas encore fait leur deuil, par exemple, du contrôle des activités opérationnelles par les lignes de management hiérarchique, métier. Voilà. Ce qui fait que finalement, comme je dis deux fois, on a dans des équipes plus axes de reporting que d'ETP membres de l'équipe. Donc voilà, ça, on voit encore une illustration assez classique finalement de notre division là, dans les trucs en bleu vert. Donc on a vraiment des divisions par spécialité, les opérations, les finances, la RH, la technique, voilà. Donc en fait, nos enjeux de transformation aujourd'hui, la DGA, on vise à avoir une meilleure agilité dans les opérations, c'est-à-dire donc meilleure réactivité, adaptabilité, time to market, si on veut dire, en fait, entre des idées et puis des technologies émergentes et leur utilisation dans les forces.
Il y a aussi des enjeux dont on parlait tout à l'heure de motivation des collaborateurs et finalement des systèmes de plus en plus complexes, donc des systèmes qui ont besoin d'être fortement interdépendants et des acteurs autour de ces systèmes qui sont aussi fortement interdépendants. Pour ça, on a, je pense, trois verrous à lever. Le premier qui est finalement de distinguer dans nos considérations de sécurité de l'information ce qui est de l'ordre du droit d'en connaître, c'est-à-dire vraiment les permissions, c'est-à-dire des compartiments dans lesquels l'info ne doit pas sortir, desquels l'info ne doit pas sortir. Et il faut distinguer cette notion et donc la traiter différemment, en particulier dans les applications informatiques, de l'intérêt d'en connaître, c'est-à-dire plutôt là des flux d'activité, tout ce qui peut être autour des notifications, du ranking dans les moteurs de recherche, etc. Ces deux notions doivent être distinguées pour éviter de traiter justement par du cloisonnement rigide des permissions, des notions d'intérêt, de priorité, d'éviter de noyer les gens dans le flux d'informations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que la transformation en fait, va bien au-delà des outils et même des processus. Donc là, c'est en dehors de l'approche justement de division scientifique. Là, la transformation, c'est aussi sur le management ce qu'elle porte. Et on a, je pense, un enjeu d'organiser la décision décentralisée au quotidien par une gouvernance centralisée et normalisée, intelligente. Voilà. Pour organiser les choses de manière centrale et normalisée, de façon que en bas, dans les équipes au quotidien, les activités soient plus réactives. Voilà. Donc évidemment, il faut mettre en place les systèmes d'information pour faire tout ça, et même sans doute un environnement physique qui porte aussi à ce genre d'interaction. Merci Geoffroy. Et donc on finit cette table ronde avec la vision anthropologique de la chose par Jean-François Chanlat. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un thème très intéressant et en même temps de partager avec vous quelques réflexions. Ma collègue Aurélie du Désert, je pense qu'a déjà bien planté le décor. Moi, je vais peut-être simplement compléter par mon regard anthropologique. Je suis évidemment en gestion, mais depuis une trentaine d'années, je développe une perspective anthropologique des organisations. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez déjà évoqué, les organisations, c'est des gens. C'est des gens, c'est pas des procédures, c'est pas des systèmes, c'est des gens qui produisent des systèmes et des procédures. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre que ces organisations, c'est des acteurs en relation. Et comme l'a rappelé Aurélie, c'est qu'ils vont d'autant plus être acteurs qu'ils sont sujets. C'est-à-dire que moi, je parle toujours d'acteurs-sujets. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez d'autant plus acteurs dans votre travail, et vous l'avez illustré par vos propos ici, par des exemples, qu'on interpelle le sujet qui est en vous. C'est clair. Donc si vous êtes traité en objet, si vous êtes traité en ressource, comme on dit, mais simplement comme une ressource matérielle, évidemment, ça va poser des problèmes. Et donc, évidemment, ces acteurs-sujets en relation, qu'est-ce qu'ils font dans une organisation ? Ils sont là pas par hasard, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif à atteindre, c'est clair. Et évidemment, c'est ce qui va marquer l'efficacité de cette organisation. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens confondent efficacité avec efficience. C'est-à-dire que, évidemment, l'efficacité, c'est l'atteinte des objectifs. On est efficace. Mais il y a des gens qui pensent que l'efficacité, c'est essentiellement de l'efficience, c'est-à-dire de l'optimisation des moyens pour atteindre la fin. Or, vous le savez tous comme moi, vous êtes des praticiens, on peut, à un moment donné, au nom de l'efficience, ne plus être efficace. C'est-à-dire qu'on a tellement coupé, on a tellement taillé, etc., qu'à un moment donné, le service est pourri, etc. Vous voyez, on a perdu des gens clés. Moi, j'ai déjà vu ça, sous prétexte de performance, etc., ou parfois de jeunisme, puisque des gens plus âgés sont considérés comme moins adéquats. J'ai vu des entreprises perdre énormément d'argent parce qu'ils avaient perdu des compétences clés qu'ils ignoraient d'ailleurs. Donc je crois que c'est extrêmement important.
Donc ces acteurs sujets en relation, et ils ont cet objectif, évidemment, qu'est-ce qu'ils voient? Et c'est ce qu'on a vu, c'est qu'ils ne sont pas comme ça, ils vivent dans un espace-temps. Hein. Et un espace-temps, c'est toujours un espace, et on le voit ici même, puisque l'accloisonnement peut avoir des effets, puisque ça nous évite d'avoir des gens qui se baladent tout le temps et qui vont nous perturber. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je prends un exemple de la salle, mais je crois que c'est... Et donc on voit bien que le cloisonnement est nécessaire par moment, évidemment. Hein. Il faut aussi décloisonner. Donc c'est la question de l'espace et du temps. Et un des gros problèmes, et vous l'avez évoqué, aujourd'hui, c'est que l'espace-temps est fragmenté. Il est fragmenté par beaucoup de choses, et le numérique participe à cette fragmentation. Alors, comment construire du collectif avec des espaces-temps fragmentés? Extrêmement difficile, vous comprenez? C'est-à-dire que, parce que l'espace-temps fragmenté, l'espace-temps qui revient, commun, etc., permet la construction des liens et une pérennisation de ces liens. Et notre problème, c'est que comment vous pouvez construire quelque chose quand les périmètres changent tout le temps, que vos hiérarchiques changent tout le temps, etc. Bon, évidemment, les gens sont perdus. Bon, ça a déjà été évoqué. Et puis, évidemment, il y a des questions de langage et de parole. Et là, c'est lié au sujet. Les sujets ont besoin de parler, de s'exprimer. Et Aurélie Dudésert l'a évoqué à travers les flux informels. C'est-à-dire qu'en fait... nous sommes des humains et on ne vit que par l'échange et par les échanges de paroles, etc. Bon, il est clair que dans les organisations, souvent, on confond communication avec information. Or, c'est pas parce qu'on a informé qu'on a communiqué. Parce que les fonctions du langage, ce n'est pas uniquement informer. C'est des fonctions d'expression, c'est des fonctions de pensée, de représentation, c'est des fonctions poétiques, c'est des fonctions de relation, et c'est des fonctions aussi de performativité, c'est-à-dire, en fait, la parole sert à transformer la réalité. Vous voyez? Et donc, l'utilisation des mots, c'est pas que des mots, c'est aussi transforme. Et donc, il faut bien voir quelle place la parole a dans toutes les activités que vous développez, et ça veut dire quelle est la place des gens dans le développement, si vous voulez, de l'organisation que vous voulez développer. Il y a aussi la vie psychique, c'est-à-dire évidemment, les humains ont une vie psychique, ils ont des désirs, des pulsions, il y a et la question, c'est est-ce qu'on interpelle tout ça? Oui, évidemment, le sujet, il va être interpellé, et on l'a évoqué, et bien sûr, tous ces éléments-là vont faire en sorte que des fois, il y a des gens qui s'aiment pas, il y a des gens qui, etc., et qui vont avoir et c'est toute la dimension affective aussi, hein, qui est très importante. Il y a aussi le rapport à l'autre, à l'altérité. On voit bien qu'un des éléments, c'est comment on se construit avec les autres. Alors dans les organisations, évidemment, les autres, c'est qui? C'est les autres métiers, c'est les autres, les différents niveaux, etc. Et évidemment, il y a des histoires de ces relations qui vont aussi avoir des effets sur la manière de se construire, si vous voulez, ce rapport et ce cloisonnement. Évidemment, vous avez évoqué, et Aurélie l'a évoqué, c'est une des tendances des métiers. Les métiers, c'est profondément... fondateur au niveau de l'identité professionnelle, c'est évident, hein, et c'est extrêmement important, mais en même temps, ça peut être, vous voyez, par moment, un enfermement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pense plus que par son petit groupe, et ça peut amener des conséquences qui vont être problématiques. Maintenant, ça ne veut pas dire que le métier doit disparaître, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut développer des organisations où on dialogue entre les gens, et ce que vous faites, ça permet aux gens de découvrir ce que les autres font, vous voyez, et aussi parfois de diminuer les préjugés, etc., qu'on a les uns sur les autres. Vous savez, moi, j'avais fait une recherche au Québec il y a très longtemps, parce que j'ai fait une carrière partie au Canada, et quand j'enquêtais dans un entrepôt de Montréal, les contremaîtres, j'interviewais les contremaîtres, ils avaient eu une grève de 4 mois des employés sur une question de normes, vous voyez, de manutention de caisses par jour, etc. 4 mois de grève là-dessus. Hein. Eh bien, je peux vous dire que les contremaîtres et les cadres qui, dans le système nord-américain, remplacent les ouvriers en cas de grève, hein, c'est à partir du contremaître, ils m'ont dit, vous savez, ils avaient raison, parce que là, on a bien compris, parce qu'eux manipulaient les caisses, vous voyez.
Donc du jour au lendemain, ils ont découvert le travail de l'autre, vous voyez, qui pouvait se construire de façon très stéréotypée. Alors, ça peut aller dans tous les sens, hein. Ça peut être les ouvriers par rapport au cadre, hein. C'est évidemment... et donc voilà, je pense que ça, c'est tout ce rapport. Et puis, le fait que ces questions aussi sont des questions du symbolique, hein. Bon, elles sont liées à la question symbolique qui est extrêmement importante. C'est-à-dire l'univers de sens. Est-ce que les choses font sens pour les gens ou pas? Et évidemment, vous voyez bien que tout ce qui est en train de se faire, beaucoup de gens me disent « mais ça n'a aucun sens. Où on va là? Ça n'a aucun sens pour nous. » Alors il faut savoir que la tarte à la crème de la résistance au changement, vous savez qui est un vieux truc, c'est pas la résistance au changement. C'est la résistance au sens que le changement prend pour les gens. S'il n'a pas de sens, ils vont résister. Mais s'il a du sens, ils vont être d'accord. D'autant plus s'ils ont été impliqués. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois que c'est des éléments... Alors bien sûr, tout ça va avoir à un moment donné, va affecter, et vous l'avez dit, la satisfaction au travail, la motivation, l'engagement, voire le bien-être, hein. Moi j'ai travaillé depuis 30 ans, sur ces 40 ans pratiquement, sur la question du rapport mode de gestion santé au travail. Donc vous voyez, c'est pas récent. Et évidemment... on voit bien la souffrance dans certains cas, ou le plaisir, vont être liés à la manière de traiter. Alors, vous voyez bien que tout ça fait que vous avez intérêt dans vos organisations à vous poser la question, est-ce que ces dimensions sont prises en compte? Et si elles sont prises en compte par les acteurs sujets, dans le contexte, parce qu'il n'y a pas de one best way, hein, ça c'est quand même une des données de la recherche en gestion, il n'y a pas de one best way, il y a des façons qui sont cohérentes avec ce que nous sommes, ce que nous voulons être, et voilà. Et je crois que ça, c'est quand même de voir qu'il y a des possibles qui peuvent être différents, on n'est pas forcé de faire comme tout le monde, puisque chaque activité a ses spécificités. Et je vais finir sur un exemple qui était, pour vous donner, c'était, vous savez, à un moment donné, on a eu la vocation, et ça continue maintenant, c'est des espaces ouverts, vous voyez, de bureaux aménagés. Moi, j'ai vu ça arriver dans les années 70 au Canada. Aujourd'hui, c'est venu plus tard. Et l'idée, c'était, avec des espaces ouverts, on va mieux communiquer. Bon, quelle illusion! Parce que toutes les études montrent que c'est pas forcément le cas, c'est pas mécanique, vous voyez. Même dans certains cas, c'est contre-productif. Et qu'on peut très bien communiquer avec des espaces, des bureaux traditionnels fermés. Le problème, c'est la culture, le mode de gestion des gens, les modes de relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens qui viennent au travail, et s'ils ont du plaisir au travail, ils s'en foutent que ce soit fermé ou pas. Le problème, c'est que est-ce que ça correspond à leur propre façon, vous voyez, à la fois collective et individuelle de travailler. Voilà. Et puisque je peux vous dire, c'est un concept qui a été inventé par des Allemands à la fin de la guerre, enfin après la guerre, fin des années 40, ça n'a absolument pas marché en Allemagne parce que les Allemands étaient très attachés, vous voyez, à leurs espaces privés, au travail, et donc ils sont partis aux États-Unis et c'est revenu dans les fourgons américains des modes managériales. Donc, vous voyez, je suis dans l'interculturel aussi. Ce qui est amusant, c'est de voir comment ça se balade, mais comment aussi il y a des choses qui ne prennent pas. Prennent pas parce que ça n'a aucun sens pour la culture locale, vous voyez, ou régionale, ou nationale. Voilà, merci. Je ne sais pas si je respectais le temps. Vous avez tout respecté. Bon, voilà. Voilà. Et vous étiez impliqué en tant que sujet. Ah bah, toujours. Donc les gens qui me connaissent, c'est pas surprenant. Donc on a réussi, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans la salle, on a quelques minutes de questions-réponses. Là-bas au fond. Bonjour, Frédéric Baletti. Un ancien de Dauphine aussi d'ailleurs. Ah bah oui. Bah. Eh oui. Petite question, c'est comment vous avez embarqué le management de proximité? Parce qu'on parle de sujet acteur, et c'est souvent eux finalement qui sont entre le marteau et l'enclume. C'est ceux que moi je vois le plus souvent dans les études qu'on fait aussi. Parce que libérer les flux et décloisonner, il y a eux qui sont au milieu, quoi. Et comment ils se retrouvent, et surtout comment vous les accompagnez pour aller plus sur des nouveaux styles managériaux qui sont un peu différents. Je vais pas développer. Donc voilà, comment vous les embarquez, les loulous, du coup? Merci.
Donc déjà, il faut savoir que chez SPI Batignolles, nous avons une structure hiérarchique qui est quand même très à plat. Pas beaucoup d'échelons entre vraiment la base et le numéro 1. Ce qui est aussi important, c'est que donc les managers donc, sont actionnaires. Et donc là, il y a eu une ouverture de l'actionnariat il y a 2 ans maintenant. Tout ça s'est fait à peu près en même temps. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 300 managers qui sommes actionnaires du groupe. Il y a eu une très très grande ouverture puisque les cadres dirigeants étaient 80 et on est passé à plus de 300. Donc ça a été une façon effectivement d'embarquer jusqu'à un niveau hiérarchique, on va dire, assez bas et à 2 échelons à peu près de la base. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a régulièrement des points où nos 2 dirigeants, viennent auprès des équipes, et notamment toutes les années, c'est un rituel au moment de l'ouverture du plan d'épargne groupe. Donc, ils font le tour d'à peu près, enfin, de toutes les entreprises, de toutes les entités, du groupe, eux-mêmes, et ils viennent expliquer, et c'est ouvert à tous les collaborateurs, jusqu'au niveau vraiment le plus bas. Donc c'est vraiment cette volonté de partager et de donner du sens. Je rejoins ce qui a été dit. Puisque je l'ai dit aussi, nous avons une culture vraiment forte, un ADN très fort chez SPI Batignolles. Il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis très longtemps, moi aussi. Et donc, parce que justement on trouve du sens, on voit effectivement le groupe changer, évoluer, mais tout cela est expliqué, et voilà. Donc, ce qui n'empêche qu'il y a malgré tout des gens qui n'ont pas toute cette information. Et donc là, il y a alors là, on fait des tentatives, hein, on essaye. Donc, par exemple, notre transformation digitale, donc je parlais, il y a donc tous les outils du BIM, la nouvelle façon aujourd'hui, quand on est maçon sur un chantier, eh bien, le chef de chantier, très clairement, il va bientôt avoir une tablette sur laquelle il y a les plans, etc. Le papier n'existe plus, on est tous avec le smartphone, etc., y compris dans la réalisation. On commence aussi à parler des exosquelettes donc là, il y a vraiment des progrès aussi techniques directement sur le chantier. Donc, ça, c'est en train de venir. On s'aperçoit effectivement qu'il y a un petit point là, sensible entre vraiment la base et puis donc les personnes qui sont plutôt moteurs pour ce changement, cette transformation digitale. Et donc là, on vient de mettre en place, donc c'est tout récent, je ne peux pas encore vous donner les effets, ça s'est mis en place au mois d'octobre, une communauté de 40 ambassadeurs, on les a appelés comme ça, ambassadeurs de la transformation digitale. Donc ce sont des personnes de la base, hein, des compagnons, des conducteurs de travaux, etc., qui et qui sont passionnés par ces sujets, donc ils sont moteurs bien évidemment, et qui vont faire le lien entre la communauté de transformation digitale et la base. L'idée, c'est qu'il y a par exemple un nouveau logiciel qui doit être déployé dans le groupe pour suivre nos opérations. Eh bien, eux-mêmes le pratiquant, ils vont montrer à leurs collègues, et on compte sur ce phénomène donc par tâche d'huile et par entraînement, puisqu'ils vont montrer, eux, dans leur quotidien, comment ils l'utilisent. Et donc le phénomène d'appropriation est plus simple. Et également, très important, ils vont être en charge de faire l'ascenseur, c'est-à-dire de faire remonter aussi les besoins et les difficultés rencontrées sur le terrain. Voilà, ce sont quelques exemples, c'est en train de se faire, mais en tous les cas, on se donne les moyens au niveau du groupe pour accompagner. Et puis après, il y a toutes les démarches, effectivement, RH, de formation en interne, d'accompagnement au développement, et ça, c'est important aussi dans notre groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Question pour M. Grelot. Vous nous avez parlé de toutes les problématiques de cloisonnement de DGA, le confidentiel, la réglementation, les paramétiers, la culture d'ingénieur, il y a beaucoup de choses. Et vous avez parlé beaucoup d'organisation en centrale de la décentralisation. Enfin, les équipes projets intégrés est une façon de contourner le problème. Vous avez parlé aussi d'un travail énorme de structuration d'informations. C'est-à-dire le fait de distinguer le droit d'en connaître, l'intérêt d'en connaître était un facteur de décloisonnement. Je voudrais
vous parliez un peu plus d'une question qui a été évoquée par Valérie et pas par vous, qui est la problématique des communautés. Est-ce qu'il y a en plus cette idée de l'organisation inter-projet via les communautés? Alors, il y a un empilement, c'est-à-dire qu'on a, DSI métier, puis de l'outillage collaboratif, donc tout ce qui est partage de documentaires, etc. Alors les SI métiers, on hérite comme ça de silos métiers. Ils ont été faits dans une perspective métier définie, et donc il y a une certaine redondance de données et de fonctions. Voilà, donc ça c'est très, très axé processus. Donc ça c'est des SI métiers, ils ont orienté processus. Par-dessus ça, on a des stockages documentaires de longue durée qui sont historiquement plutôt hiérarchiques. Donc par branche de domaine de compétences, finalement, historiquement, des grandes fonctions. Voilà, donc ça permet, il y a de très gros volumes là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'activités, notamment issues des campagnes d'essai. Et dernièrement, on a ajouté à la couche de la collaboration plutôt temps réel, court terme. Donc là, où c'est plutôt projet et communauté de pratique, on va dire, ou communauté d'intérêt, beaucoup plus ad hoc, pas forcément de très longue durée. Voilà. Donc en fait la difficulté aujourd'hui c'est qu'on a cet empilement, on a des processus normés qui sont outillés par des SI bien monolithiques, très très difficiles à manœuvrer, qui coûtent assez cher d'ailleurs à l'entretien, des stockages longue durée plutôt liés à la structure de l'organisation, et puis maintenant des partages documentaires. Donc en fait un des gros enjeux du projet que j'ai lancé de Digital Workplace, c'est déjà les deux derniers, donc tout ce qui est partage d'informations, de documents, de casser ces communautés, ou ces pseudo-communautés, soit d'hierarchie, soit de projet, voilà, et de gérer beaucoup plus par information granulaire. On gère par information un certain nombre pour l'intérêt d'en connaître, ça va être plutôt des tags, des choses comme ça. Pour le droit, ça va être des permissions, mais dans des systèmes qui permettent de gérer par l'élément le plus granulaire, on va dire. Et de constituer en fait des communautés, informatiquement on pourrait appeler ça par des pointeurs, c'est-à-dire qu'en fait chaque document quelque part aura sa communauté, et donc une communauté donnée, ce sera des gens qui auront accès à un même ensemble de documents, mais en évitant un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que si un document intéresse une communauté métier et une communauté projet, je vais l'avoir deux fois appelé différemment, et je ne vais même pas savoir quelle est la bonne version, voilà. Donc on a aujourd'hui cet enjeu-là d'avoir des communautés d'utilisateurs qui sont disjointes des regroupements de contenu. Voilà. Merci. Une question pour M. Chanlin. Vous avez mentionné le décloisonnement au niveau des espaces de travail. Je suis très curieuse sur ce que votre recherche a pu déterminer en termes de l'adéquation ou de l'inadéquation de ce décloisonnement physique en France. J'ai bien compris que ce n'est pas le décloisonnement physique qui va faire que les gens vont pouvoir communiquer, mais en particulier vis-à-vis de la culture française. Alors, si vous voulez, après c'est une question de... Le décloisonnement en soi n'est pas forcément, vous voyez, mauvais. Voilà. La question, c'est pour quel but, vous voyez, en fonction de la nature des activités, plein de choses. Parce que, évidemment, vous pouvez avoir des éléments aussi de bureaux fermés qui peuvent fonctionner. Mais évidemment, comme aujourd'hui, on marche parfois en projet, il y a plein de choses qui vont, si c'est bien pensé, être correctes. Mais ça n'empêche pas qu'il y a, vous savez comme moi, que les espaces fermés peuvent être utiles, si vous voulez, aussi dans le cas où vous avez de la confidentialité, de l'intimité. Il y a des choses parce que si vous commencez, tout le monde voit, parce que vous êtes dans un espace avec des bureaux qui sont très transparents, on sait tout le monde que le hiérarchique a parlé à un tel, vous voyez, dans son bureau. Donc je crois qu'il y a, après, c'est à chacun de voir. Alors la question, si vous voulez, se pose, puisque aujourd'hui, dans beaucoup de cas, beaucoup d'organisations étaient dans des espaces, je dirais, plus traditionnels, et sous la poussée de plein de choses, évoluent vers des espaces, vous voyez, plus ouverts, etc. Mais je crois qu'à ce moment-là, il faut partir du projet, vous voyez. C'est-à-dire,
le projet, comment on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut être, vous voyez, quel type de relation nous voulons avoir, etc. Qu'est-ce qu'on veut respecter, etc., etc. Et puis là, vous allez organiser le travail d'une certaine manière. Et ensuite, vous allez aller au dispositif physique, vous voyez. Évidemment, quand vous avez hérité d'un espace physique donné, vous voyez, c'est plus compliqué. Vous êtes obligé de déconstruire, etc. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu au Canada récemment. Comme j'évoquais ces questions d'espace, et un cadre qui était dans la formation me dit, je vais vous donner notre exemple. Nous, on était à Montréal, dans le centre, et on a décidé de partir en banlieue, vous voyez, et de faire un espace à nous. Et en fait, j'avais jamais vu ça. C'est que, en fait, ils ont pris, il y avait un toit et des murs, mais il n'y avait rien. C'était un espace vide. Et les gens sont arrivés et se sont appropriés l'espace. Et les gens, dès là, ils disaient « Ah ben moi, je veux être là ». Il n'y avait rien, hein. Et ils ont construit l'espace comme ça. Or, ce qu'il a observé, et ce qui est en lien, si vous voulez, avec ce qu'on parle, la rétention du personnel, il était évidemment dans un secteur très dynamique, informatique, numérique, etc. Il s'est rendu compte que par l'appropriation, vous voyez, de l'espace par le personnel, dès le départ du projet, vous voyez, parce que de projet de déménagement, ça a entraîné le fait que les gens y restaient. Vous voyez, c'est-à-dire que, vous savez qu'il y a des industries, c'est les portes tournantes, hein. Les gens restent 20%, ça tourne régulièrement. Et là, ils ont eu, en fait, un lien très fort, parce que, évidemment, non seulement les gens, ils se sont appropriés le projet, mais ils l'ont inscrit dans l'espace eux-mêmes, ils se sont inscrits dans l'espace. Vous voyez. Et je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus, parce que les espaces sont absolument... il y a très longtemps, en management, c'était un impensé, il y a très longtemps, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais je crois que c'est un des éléments de support, vous voyez, du projet collectif. Et si vous créez des espaces communs, vous créez des espaces de dialogue, vous allez renforcer Mais si vous développez la fragmentation, vous allez avoir des gros problèmes de coordination et de coopération, d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une petite dernière. Oui, pour revenir à cette notion d'espace, la difficulté aujourd'hui, c'est que les espaces deviennent de plus en plus virtuels. Oui. Donc, je voudrais savoir si vous travaillez là-dessus, parce que nous, maintenant, je dirais 80% des espaces deviennent virtuels. Entre les communautés, enfin les très multinationales, je suis dans une grosse multinationale, Schneider Electric, et ça c'est une vraie question, c'est comment on réhabite les espaces virtuels. Alors, étant dans le bâtiment, c'est pas moi qui fais la plus virtuelle. On est plutôt dans le concret. Ah oui, Par contre, alors je vais répondre forcément que partiellement. Ce que l'on peut constater, et c'est aussi pour ça que quand je parlais dans mon introduction aujourd'hui, où on est beaucoup plus sur l'aménagement et l'amélioration du cadre de vie de manière générale, c'est qu'effectivement on voit une très très nette évolution dans la prise en compte, et on est complètement favorable à ça, dans la prise en compte justement du projet des entreprises. Quand on a à faire un projet pour une entreprise, on constate nous-mêmes une grande différence entre un projet qui va avoir été fait par la direction, un architecte, bref, des personnes très compétentes, ça, il n'y a pas de souci, mais on voit une différence quand il y a aussi l'association des utilisateurs, des gens qui vont vivre dans cet espace-là. Et donc, bon, nous, on est capable d'associer comme ça, très en amont, en groupe projet, justement, les futurs utilisateurs, et donc d'intégrer aussi, et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, des rythmes, et le fait que les personnes sont en virtuel, donc comment on pense les espaces de partage, parce que malgré tout, ces personnes doivent être rattachées, doivent pouvoir venir aussi, comment on gère aussi des événements pour les tenir attachés à la structure plus formelle. Donc ce sont des questions effectivement qui impactent aujourd'hui dans les réflexions dans le cadre de travail de demain.
Mais c'est vrai que bon, il y a peut-être aussi des approches, je dirais, beaucoup plus théoriques ou des exemples. C'est-à-dire que l'espace virtuel, évidemment, aujourd'hui, c'est imposé, comme vous le dites, dans pas mal d'endroits. Et d'ailleurs, dans certains cas, c'est ce qui aussi fait l'espace, la fragmentation de l'espace, puisqu'on peut être dans des temps différents et dans des espaces différents, on peut être dans des espaces différents en même temps, enfin, etc. Et la question, moi, je pense que il faut continuer, au-delà du virtuel, à garder un lien entre les personnes. Vous voyez ? Parce que je pense que, si vous voulez, on est tous maintenant branchés, hein, etc. Mais ça, si vous voulez, ça entretient le lien en dehors des relations que nous avons par ailleurs, vous voyez, par moment, physiquement. Et c'est pour ça que, par exemple, dans l'apprentissage en ligne, mon collègue Henri Isaac avait fait un travail il y a quelques années sur l'apprentissage en ligne, dans les universités, etc. Il avait montré que l'apprentissage en ligne total, vous voyez, il n'y a plus personne se voit, etc., c'était assez minoritaire, vous voyez. Bon, ça pouvait se comprendre pour certaines activités. Mais en fait, ce qui était le plus pratiqué, c'était virtuel, présentiel, vous voyez. Et donc, en fait, il faut, si vous voulez que les gens se connaissent, au-delà du virtuel, parce que souvent ils sont loin. Alors c'est vrai que maintenant, avec développement durable, il ne faut pas trop les faire voyager, hein, mais en même temps, je dirais que c'est important, vous voyez, parce que vous n'allez pas, dans la construction du collectif, ça ne va pas être la même chose que d'être en relation en permanence virtuelle, où vous connaissez les gens, et de temps en temps, évidemment, on est en virtuel, on se parle, etc. Mais on s'est vu, on se connaît, on s'est fréquenté, on se voit de temps en temps, je dirais. Et donc, il faut essayer de garder un minimum de liens, je dirais, humain, physique, quoi. Voilà. Parce qu'on est profondément, les humains, on a besoin de sentir les autres, quand même. C'est ça, quoi. Je crois que c'est très important. Je m'excuse parce que je prends trop de temps, c'est ça? Non, non, pas du tout, parce que merci beaucoup. Mais sauf s'il y a une autre question, j'allais dire que c'était une très très bonne transition pour la pause café.